Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Rachel Vanier, ancienne directrice de communication de la Station F, cofondatrice de Dancefloor Paris. Rachel a quitté le monde des startups pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale qui a révolutionné l'approche des cours de danse à Paris, créer un lieu où chacun, quel que soit son niveau, peut trouver sa place et s'épanouir à travers la danse. Dancefloor, c'est bien plus qu'un simple studio de danse, c'est un véritable lieu de vie de 400 mètres carrés, situé en plein cœur du 11e arrondissement de Paris, qui propose une expérience immersive combinant des studios haut de gamme, un café et même un sauna. Que vous rêviez de danser comme Beyoncé en cours de street jazz, de perfectionner votre technique en danse classique ou de vous défouler sur des rythmes afro, Dancefloor offre une incroyable variété de styles pour tous les goûts et tous les niveaux. Le tout encadré par une équipe de professeurs exceptionnels issus de l'Opéra de Paris, du Crazy Horse ou encore ayant accompagné des stars internationales. Avec plus de 100 cours par semaine, des événements spéciaux comme des cours sur le rooftop de Molitor ou sous la verrière de la Samaritaine et même un gala de danse pour enfants au Café de la Danse, Dancefloor est devenu un acteur incontournable de la scène parisienne. L'ADN de Dancefloor se définit par le plaisir, l'épanouissement et l'accessibilité, l'objectif étant de redonner envie à tous de danser sans jugement et avec exigence. Dans cet épisode, nous aborderons la genèse du projet, la philosophie de Dancefloor, l'importance de l'équipe et bien sûr le parcours inspirant de la cofondatrice Rachel. Comment Rachel et sa cofondatrice Fanny ont-elles réussi à créer un tel lieu? Quels sont les défis qu'elles ont rencontrés et leurs ambitions pour l'avenir? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Salut Rachel! Salut Maïwenn! Comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien, très heureuse de t'avoir au micro du podcast. Très heureuse, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et bien écoute, pour commencer, petite question habituelle, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel et de celui aussi de danseuse amatrice? Avec plaisir. Alors, dans une autre vie, j'ai travaillé dans les startups et les nouvelles technologies et je m'occupais principalement de faire de la communication et du marketing. Donc, mon dernier job corporate, si j'ose dire, c'est directrice de la communication de Station F, qui est le plus grand incubateur de startups du monde, qui est un projet de Xavier Niel à Paris, dans le 13e, que j'ai quitté en 2019. Et aujourd'hui, donc, j'ai cofondé un studio de danse qui s'appelle Dancefloor Paris avec mon associée Fanny Serroca, qui a 3 ans. Super. Et mon parcours de danseuse amateur, je pense que comme beaucoup de petites filles, vers une dizaine d'années, j'ai fait des cours de danse classique, un peu de modern jazz. Ça m'a plu de plus en plus, j'ai un peu intensifié ma pratique jusqu'à peut-être 2-3 fois par semaine, jeune adulte quand j'étais étudiante. Et après, comme énormément de monde, j'ai arrêté. J'ai fait du yoga, j'ai fait du pilates parce que c'était plus pratique, plus facile. Et là, je dois dire que j'ai repris à fond grâce à Dancefloor. Sans blague. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce parcours-là qui a été vraiment important dans la création de Dancefloor. Et tu disais justement que en off, on en parlait, même j'ai lu dans tous les dossiers que tu m'as envoyés, que Dancefloor, ça évoque un espace de fête et de liberté. Et quelle est l'histoire justement derrière ce choix et comment reflète-t-il la philosophie du studio ? Oui, c'est très bien dit. Merci beaucoup. Je vais t'embaucher pour travailler à la com de Dancefloor. Je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Dancefloor Paris, effectivement, pour nous, on voulait que ça évoque le plaisir, le kiff. C'est vraiment une de nos valeurs fondamentales. Et le nom, on l'a vraiment trouvé... ça a été un peu juste... la conséquence de toutes ces recherches qu'on a faites. On est allé à l'étranger pour tester des studios, on a parlé avec énormément de monde, on a imaginé le studio danse de nos rêves, et le nom, ça a été un peu une évidence, quoi. Voilà. Et je suis très contente que ça évoque la fête et le plaisir, puisque c'est ce qu'on essaye de véhiculer au quotidien dans les cours. Bah puis ça fait penser complètement aux soirées quand on dit va te défouler sur le dance floor.
Tu vois, typiquement, c'est un mot où tu te sens... C'est un espace où tu peux exprimer ce que tu as envie et qui tu as envie d'être. C'est ça. Et je trouve que c'est le plus important en danse et c'est ce qui peut manquer aussi parfois quand tu... quand t'as peut-être peur du regard et du jugement des autres, quand tu débarques dans un studio de danse où t'as que des pré-pros et des pros, c'est pas facile de lâcher prise justement et de se sentir à sa place. Et comment... toi et Fanny, quand vous étiez, parce que vous êtes tous les deux danseuses amatrices, qu'est-ce qui vous a le plus frustré justement dans l'offre de cours de danse à Paris avant de créer Dance Floor et comment cette frustration a-t-elle façonné le concept du studio ? Alors ça a énormément façonné le concept du studio. La création de Dance Floor Paris est vraiment issue de cette frustration. Elle était de 2 ordres. La première, c'était plutôt au niveau des infrastructures. Pour avoir fait de la danse pendant des années à Paris, il y a des studios vétustes, il y a des studios où il n'y a pas vraiment d'attention qui est portée aux élèves. Il n'y a pas la clim, les vestiaires sont pas du tout étudiés, il n'y a pas de casier, c'est des douches collectives, il faut faire la queue aux toilettes pendant 20 minutes à chaque fois, etc. Donc on trouvait ça vraiment dommage de ne pas retrouver un peu le confort dont on a besoin quand on vient pour faire son loisir, en fait, dans un environnement urbain hyper stressant où on est pressé, etc. Même moi, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas possibilité de réserver en ligne un cours, par exemple, donc il fallait venir 45 minutes à l'avance pour être sûr d'avoir sa place, ça te prenait la soirée entière, enfin voilà, c'était plus en termes d'infrastructure. Et la deuxième frustration, qui est la plus importante, c'était en termes d'atmosphère. Puisque il y a beaucoup encore de studios qui proposent uniquement une approche de la danse qui est très compétitive, qui pousse un peu à la comparaison, alors que quand on est adulte et qu'on a envie d'envisager la danse comme un loisir, en général, on n'a pas forcément envie de devenir danseur professionnel ou de se dépasser techniquement, on veut passer un bon moment. Donc on trouvait ça dommage, en fait. Ce type d'école est super pour les pré-pros, pour les danseurs confirmés, mais aujourd'hui, si tu as 45 ans et que tu veux commencer la danse classique, il y a très peu d'endroits où tu peux le faire. Et quand bien même nous, on avait dansé pendant 15 ans, 20 ans auparavant, pour peu que tu aies eu... j'en sais pas, une petite pause dans ta vie, une grossesse. En fait, c'est très difficile de remettre le pied à l'étrier. Et donc, on voulait vraiment essayer de pallier ça. Complètement. Et puis, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que quand tu débarques dans un studio de pré-pro, pro, et que toi, tu viens juste pour kiffer, et que tu sens que tu te sens pas à ta place, ou tu sens que l'énergie, elle est pas alignée avec ce que toi, tu viens, c'est vrai que ça peut vite bloquer. Et comme tu dis, du coup, tu te rabats sur peut-être du yoga ou d'autres sports qui sont géniaux, mais qui te font peut-être moins vibrer que la danse. C'est ça. Moi et Fanny, on a toujours eu... d'ailleurs, on s'est rencontrés quand on était étudiantes, mais on est devenues amies parce qu'on allait à la danse ensemble le samedi après-midi. Et effectivement, pour nous, on a fait des études très intenses. Ensuite, on avait des jobs très intenses. Moi, à DIRCOM de Station F... j'avais 500 mails par jour, mon téléphone sonnait toute la journée, donc en fait, caser la danse dedans, il fallait vraiment que ce soit facile, bienveillant, que j'ai pas à me prendre la tête, que je me comparais déjà aux autres tout le reste de la journée, donc j'avais pas besoin de le faire en plus dans mon cours de danse. Fanny a été avocate d'affaires, jeune maman, donc en fait, pour nous, c'était vraiment fondamental de pouvoir retrouver la danse, parce que pour moi, la danse, c'est la seule pratique où tu te déconnectes avec le monde extérieur. Parce que c'est tellement holistique, c'est-à-dire qu'il faut être dans la musique, il faut réfléchir à la position de ta tête, tes épaules, ton ventre, tes hanches, tes pieds. C'est impossible de penser à sa liste de courses. Donc, alors que parfois, si je fais des abdos fessiers, j'avoue, je réfléchis à ma to-do, à mon planning, faut que j'aille chercher ma fille à l'école, enfin voilà. Alors que la danse, c'est le seul espace vraiment de liberté que je trouvais et qui me manquait. Donc effectivement, c'est vraiment la raison pour laquelle on a créé ça et on voulait vraiment aussi donner l'opportunité aux autres femmes actives comme nous de retrouver, de reconnecter avec la danse. Et aujourd'hui, quand j'ai des membres qui viennent me voir et qui me disent « mais j'avais abandonné la danse, mais grâce à vous, je suis revenue à la danse » ou alors « j'avais jamais osé poser un pied dans un studio, j'étais trop intimidée et c'est la révélation pour moi, j'ai 30, 40, 50 ans », c'est mon plus beau compliment, quoi. Vraiment, incroyable.
Trop bien. Et justement, ce lieu de vie, il est aussi un petit peu original parce que vous avez un café et un sauna. Et pourquoi avoir intégré ces espaces et comment contribue-t-il à l'expérience globale de Dancefloor ? Eh bien, pour justement, comme tu l'as très bien dit, proposer une expérience et non un cours de danse. Puisque donc nos membres sont principalement des personnes de milieu urbain qui ont beaucoup de stress, beaucoup de pression dans leur journée. Donc venir pour recevoir un cours un peu top-down comme ça, et puis apprendre une chorégraphie et ensuite rentrer chez soi, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de proposer. Nous, on veut leur proposer une parenthèse dans leur journée, et ça passe par plein de choses. Ça passe par, évidemment, un cours de qualité avec un contenu adapté, une pédagogie adaptée, etc. Mais aussi le fait de se faire des copines dans le cours de danse. Donc c'est très important pour nous de créer une communauté. Donc le café, ça y participe, parce que tu peux aller au café avec tes nouvelles copines de la danse. Avant, même pour venir une demi-heure avant. C'est ça, avec les profs, avec le staff, avec tout le monde. Et le sauna, au-delà du fait que c'est un énorme kiff de se faire un sauna après un cours, Non, mais c'est bien, c'est important aussi pour la récupération musculaire. Alors c'est très bon pour la récupération musculaire. Au-delà du côté bien-être et kiffant, c'est que c'est... L'oxygénation sanguine, etc., c'est vachement bien. Et aussi, ça contribue au bien-être. De la même manière que tu vas libérer énormément d'endorphines dans ton cours de danse, le sauna aussi a ses propriétés, en fait, physiologiques, qui font que quand tu viens... Tu rencontres une copine, tu fais ton cours de danse, tu vas dans les douches, tu te fais un sauna, tu ressors. En général, t'as le sourire. Et c'est vraiment... encore une fois, pour moi, c'est check, c'est bon, j'ai fait mon job aujourd'hui. Complètement. Voilà. Puis ça fait du bien, ça fait toujours du bien de prendre du temps pour soi. Et comme tu disais, d'être dans une parenthèse, parce qu'on est dans des vies où tout va très très vite, où on a des organisations et des emplois du temps ultra chargés. Et c'est important en fait de se retrouver... avec soi-même. Et en parlant d'emploi du temps chargé et de vie à 1000 à l'heure, quand vous avez lancé Dancefloor, c'était pendant le Covid. Oui, quelle bonne idée, n'est-ce pas? Donc c'était déjà, je pense, chargé au niveau logistique, mais ça a dû l'être encore plus au niveau mental. Oui. Et comment cette période, elle a influencé le développement de Dancefloor, notamment avec les cours en ligne ? Parce que c'est comme ça que ça a commencé. Oui, alors la chronologie, c'est que toute fin 2019, Fanny me propose, viens, on ouvre une école de danse sur WhatsApp. Enfin, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Je dis go, elle quitte son travail d'avocate. Moi, j'étais déjà partie de ma précédente boîte. On fait une levée de fonds, on trouve des investisseurs, tout va bien, c'est la fête, c'est janvier 2020. On commence à chercher des locaux et là, confinement. Donc on s'est sérieusement posé la question, est-ce que tout simplement on rend l'argent, on retrouve un job d'avocat, de communicante, etc. Ou est-ce qu'on se dit, ça va passer, on s'accroche quelques mois. On s'est dit naïvement, ça va durer 3 semaines, puis ensuite on repart. En fait, ça a duré, je sais pas, 1 an, enfin je me rappelle même plus combien de confinements il y a eu, mais c'était... Ça a duré beaucoup trop longtemps. Ouais, ça a duré vraiment longtemps. Assez vite, on s'est dit, faisons des cours en ligne, parce qu'il y avait plein de lives, de pilates, de yoga, il y avait très peu de danse. Nous, on avait été beaucoup en contact avec des profs de danse pour notre étude de marché. On leur écrivait, ils nous disaient, je suis au chômage, en fait, je n'ai plus rien à faire, tout a fermé. Donc on a lancé les cours de danse en ligne vraiment comme ça. J'ai bidouillé un site web, on faisait les cours sur Zoom, on envoyait à la mano les liens aux clientes, etc. Enfin, c'était un peu marrant, toutes confinées chez nous, enfin chacune chez nous. Mais comme quoi, finalement, ce défi-là, ça a été une opportunité finalement pour vous aussi après. Alors oui, dans notre malheur, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'avait pas de charges, on n'avait pas de loyer à payer, on n'avait pas de salariés. Donc voilà, il y a plein de studios de danse qui ont dû faire face à ça et ceux qui ont survécu, franchement, je leur tire mon chapeau parce que ça devait être vraiment intense. Nous, on a testé ce modèle des cours en ligne. Il continue d'exister aujourd'hui. C'est assez marginal dans notre activité, mais ça a le mérite d'exister. Et surtout, ça nous a appris énormément de choses. On a constitué une équipe de profs, on a constitué une communauté de gens qui nous suivent. Quand on a ouvert donc en 2021, les gens étaient déjà là, en fait. Voilà, les gens étaient déjà là. C'était encore le pass sanitaire. C'était pas si évident que ça, quand même. On n'a pas ouvert, waouh, c'était plein. C'était quand même dur, l'ouverture. Mais on a appris beaucoup de choses et je sais pas comment on aurait fait si on n'avait pas pu l'apprendre comme ça progressivement. Donc l'un dans l'autre, c'était pas si mal. Le projet a évidemment pris du retard, mais bon, je pense que voilà, on a pris peut-être 6 mois, 1 an maximum de retard, ce qui est pas catastrophique au regard
du fait que c'était une pandémie mondiale. Donc voilà, finalement ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui on continue de donner quelques cours online. Et le gros de notre activité ça reste le studio. Vu qu'on est sur l'aspect business, je vais enchaîner directement, comme ça on va parler des chiffres dès le début. On avait prévu d'en parler plus tard, mais finalement, comme on en parle un petit peu... donc tu parles d'études de marché, vous avez fait une étude de marché. Oui, tout à fait. Comment vous avez procédé ? C'est quoi une étude de marché ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, une étude de marché est donc un business plan qu'on a fait pour pouvoir trouver des financements. Bon, une étude de marché, ça consiste en étudier ton offre et ta demande. Donc pour l'offre, on a diffusé un questionnaire en fait autour de nous pour savoir quelles étaient les pratiques de danse et les frustrations que connaissait un peu notre cible. Ce questionnaire a cartonné, c'est-à-dire qu'on l'a envoyé à quelques copines et en quelques jours on a eu des centaines de réponses, de gens qui nous disaient mais oui les filles faites quelque chose, tout ce qu'on se disait nous en fait. J'ai arrêté la danse parce que je trouvais plus d'endroits où je me sentais à ma place, c'est trop dommage, j'aimerais trop reprendre. Donc premier bon indice qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait une demande, Ensuite, sur la partie offre, on a interrogé des profs de danse, soit nos anciens profs, soit des amis à nous qui étaient profs. Ensuite, on s'est mis en contact les uns avec les autres. Donc, je sais pas, peut-être une quarantaine de profs à qui on a posé des questions sur leurs conditions de travail, de rémunération, quelles étaient aussi leurs frustrations, comment ils voyaient la pédagogie. On leur a parlé de notre projet, de nos valeurs. Enfin, voilà, voir si c'était aussi possible pour nous de créer cette pédagogie de danse et cet univers de danse dont on rêvait. Est-ce qu'il y allait avoir des profs qui allaient nous suivre et adapter leur manière de faire à nos exigences. Complètement. Et après, on s'est attaqué au business plan. Donc le business plan, c'est un très très grand tableau Excel avec énormément d'onglets. Que tout entrepreneur adore faire. Bien sûr. Écoute, c'est pas si compliqué, c'est juste très fastidieux. Un business plan, ça consiste en lister tous tes postes de revenus et toutes tes charges. Donc, tu te dis, ok, je vais devoir payer l'électricité, t'appelles EDF. J'imagine que j'aurai 400 mètres carrés avec un sauna, un frigo, une machine à café, ça va me coûter combien ? Et ensuite, tu notes et tu fais ça sur 12 mois, etc. Puis tu fais ça sur tous les plans. Sur tout. Combien de cours je vais avoir par semaine, combien les gens vont payer. Alors il y en a qui vont payer un peu plus que d'autres avec des cartes de cours, donc dans quelle proportion ils vont venir, quel sera mon taux de remplissage. Si tu bouges un peu le curseur du remplissage, tu te rends compte que tu passes de 1 million à 500 000 euros de chiffre d'affaires et tu te dis je ne survis pas 2 ans, donc en fait il faut que je sois remplie, sinon ça marche pas. Toutes ces choses-là, en fait, pour imaginer est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tient avec un pricing qui reste tolérable ? Complètement. Une rémunération pour les professeurs qui soit correcte, pour nous-mêmes, pour nos salariés, et quelles sont nos perspectives de développement. Et donc ton business plan, tu le fais sur 3, 6, 10 ans, ça dépend des business. Okay. Et c'est un document qui va t'aider à la fois à te projeter sur plein de choses dans ta stratégie, et aussi à trouver des financements si besoin. C'est souvent le cas quand tu as un commerce physique, puisqu'il faut... pour aller démarcher les investisseurs, leur dire, regardez, j'ai quand même quelque chose de raisonnable, on sait où on va, donc on a besoin... voilà. C'est ça, exactement. Et après, vous avez fait une levée de fonds ? Oui, tout à fait. Ok. Pourquoi avoir fait une levée de fonds ? Alors, pour ouvrir une école de danse dans Paris, de cette dimension-là, à plusieurs centaines de mètres carrés, faut compter 1,1 million, 1,2 million. Donc, j'avais pas ça sur mon PEL à titre personnel. Tu l'as, tant mieux, mais voilà. Donc, il y a une partie que tu peux faire financer par la banque, c'est les travaux, exclusivement. Il y a d'autres postes de coûts qui sont assez conséquentes. Ça va être le dépôt de garantie, par exemple, pour accéder à un local commercial. C'est plusieurs mois de loyer, donc ça se compte en centaines de milliers d'euros tout de suite. Voilà, ce genre de choses. Et pour ça, donc, on s'est inspiré du modèle des startups auxquelles j'étais très acclimatée, puisque je travaille dans ce secteur depuis longtemps, qui consiste en fait en céder une partie du capital de ta société à des actionnaires, des investisseurs. Alors ça peut être des investisseurs professionnels, ça peut être des gens qui ont un peu envie d'investir pour défiscaliser ou pour potentiellement récupérer leur mise ou même un peu plus si jamais tu revends ta boîte plus tard. Donc tu négocies en fait avec eux, ma boîte j'estime qu'elle vaut tant, donc tu peux acheter 1, 2, 3% pour tant. Ça c'est le principe d'une levée de fonds. Donc ça se fait beaucoup dans le milieu des startups et dans le secteur des commerces un petit peu moins, mais donc on s'est inspiré en fait de ce modèle-là. On n'est pas les seuls quand même à inventer ce modèle. Il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur du sport
qui aujourd'hui sont très modernes. Ouais. Les Dynamo Cycling, le Temple, Arcos, donc boxe, escalade, etc. Ce sont des boîtes à forte croissance qu'on peut considérer que c'est des startups en fait, même si elles n'ont pas forcément de nouvelles technologies derrière le produit. Donc on a fait cette levée de fonds avec des super investisseurs et on a aussi emprunté de l'argent à la banque du coup pour financer les travaux. Les travaux, ouais. Pour faire un parallèle, les levées de fonds, ça s'apparente un peu à l'émission Qui veut être mon associé. Oui, c'est un tout peu ça, à fait, voilà. exactement. Pour avoir peut-être un exemple plus Voilà, plus c'est facile. exactement la même chose. Alors on n'est pas passé à la télé, on l'a fait en off. Mais en tout cas, c'est le même principe. Schéma. Tu prends ton business plan, tu fais un PowerPoint avec, tu vas pitcher des gens, des dizaines et des dizaines. Il y en a plein qui disent non, et puis il y en a quelques-uns qui ont dit oui. Voilà. Ah bah, faut pas lâcher, hein. Ouais. Faut pas s'attendre de toute façon à ce qu'on te dise oui tout de suite, et tant mieux, hein, si on te dit oui tout de suite. Mais en tout cas, c'est un peu comme même le principe des castings de danse. Au début, on te dit non, et c'est toi, ta résilience, ta force mentale, ton envie, ta passion qui fera qu'à un moment donné, c'est ça. Ça marchera. C'est quoi. Ça, ouais. À la différence que j'imagine quand tu... Enfin, je trouve toujours dans le milieu dans le métier de danseur, d'interprète, où tu dois toujours te remettre en question, etc. Ouais. Le business, c'est plus objectif, tu vois. Oui. C'est-à-dire que tu promets que ton business va être rentable, alors tu peux te planter ou pas. Après, pour la petite histoire, ce qui était drôle, c'est qu'on a fait la levée de fonds et vraiment 2 mois plus tard, c'était le Covid. Donc je pense que nos investisseurs se sont tous dit, bon bah... Ciao, mon argent, je lui dis adieu. Je l'enverrai jamais. Ça fait partie du jeu. J'ai essayé, j'ai joué, j'ai perdu. Bon, le fait est qu'on est toujours debout, donc tu vois, quelque part, c'était pas un si mauvais investissement. Ouais. Mais bon, il y a ce côté quand même très business, très factuel, assez rationnel. Mais il faut avoir de la force pour emmener les gens dans ton projet, quoi. Leur dire ça n'existe pas, je ne suis personne, j'ai rien fait dans ma vie. Enfin, pas grand-chose, en tout cas rien à voir avec la danse et tout, et je vais arriver à ramener des milliers de gens chaque semaine dans mon studio pour danser, quoi. Donc faut quand même y croire. Il faut être sûr de ton discours et de ce que tu vas dire aux personnes qui vont venir chez toi. Des investisseurs, vous en avez trouvé combien ? On en a une quinzaine. Ok. Ouais. Et donc, ils ont tous des parts dans l'entreprise. Ouais. D'accord. Tu disais, quand tu investis, tu peux défiscaliser sur les impôts ? Oui, tout à fait. Comment ça se passe ? Tu saurais dire ou pas ? Alors la règle, elle change chaque année avec la loi de finances. Après, on a un président qui aime beaucoup les startups, donc c'est assez avantageux. Tu défiscalises, je crois, peut-être 40%, quoi, en réduction d'impôt ou en crédit d'impôt, ça dépend de quelle manière tu investis. Okay. Mais aujourd'hui, c'est assez démocratisé. Toi, tu peux le faire, tu peux investir des tout petits montants via des plateformes qui centralisent, en fait. C'est un mécanisme qui marche assez bien. C'est un peu comme sous forme de dons. Tu sais, quand tu fais des dons, tu peux défiscaliser. Exactement, aussi. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Le local, vous l'avez trouvé comment ? Alors, on a constitué... En vous baladant dans la rue. Ouais. Alors, en plein Covid, des visites où je suis allée avec ma voiture en secret, en toute illégalité, dans un Paris désert. J'avais l'impression d'être dans un film de zombies, tu vois. Je me rappelle de ces moments vraiment hyper étranges. Ouais. On les a trouvés, on s'est constitué un réseau d'agents immobiliers grâce à notre réseau d'entrepreneurs. En fait, on a rencontré énormément d'entrepreneurs du secteur du sport, mais pas que, en fait, aussi de la restauration. Enfin, tous ceux qui avaient ouvert des lieux physiques dans Paris, qui nous ont donné les contacts des bons agents immo. Et après, Fanny épluchait les annonces, en fait, tous les jours. Ouais. Et c'est comme une recherche d'appart, quoi, finalement. Il faut être sur le terrain. C'est ça. Exactement. Et après, vous avez visité donc un local qui n'était pas du tout un studio de danse. Non, pas du tout. C'était un commerce à l'abandon depuis plusieurs années, qui était vide, où effectivement il a fallu faire des gros travaux. Après, il y a, en fait, mis à part une autre école de danse, on peut pas vraiment reconvertir un autre commerce en école de danse, donc quoi qu'il en soit, il faut tout casser, remettre l'électricité, la plomberie, les murs, l'isolation, etc. Donc, oui, et puis redessiner les plans en fonction de ce que vous avez envie, parce que on le sait, un studio de danse, il faut de l'espace. Ouais. Donc si tu as des petites superficies, tu peux pas mettre 40 danseurs, ça va être compliqué, quoi. C'est compliqué, ouais. C'est, je dirais que de tous les sports, je pense que ça doit être le moins rentable. Faut vraiment être passionné, parce qu'il faut beaucoup de place pour être danseur, et à Paris, y a rien de plus cher que le mètre carré, en fait, donc c'est très difficile de trouver des locaux pour la danse. Il faut pas de poteau porteur.
déjà, par confort, après, il se trouve que c'est la loi, donc si tu ouvres une école de danse, en théorie, il est censé avoir aucun poteau dans les espaces de danse. Bah, tu verras dans toutes les écoles de danse, il y en a quasiment des poteaux. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, ils font comme ils peuvent, et quoi. nous, on doit s'adapter. Ouais, c'est ça. Bah, c'est assez désagréable d'ailleurs, donc il y a ça. Il faut que ce soit un établissement qui reçoit du public, donc tu as plein de contraintes d'issue de secours, d'accueil des personnes à mobilité réduite, etc. C'est pas évident, mais bon, on a réussi, donc c'est possible. C'est possible. Mais c'est beaucoup plus difficile, enfin j'imagine en tout cas, que d'ouvrir une boutique de fringues ou d'alimentaire ou à part avoir une réserve et oui. Ouais, c'est moins de contraintes que quand tu dois ouvrir une école de danse. Ouais, c'est ça. Vous avez eu d'autres défis quand vous avez lancé Dancefloor? Oui. Je pose la question, mais moi j'ai déjà la réponse. Alors, si je devais lister, on en aurait pour 6 heures de podcast. Alors, problème numéro 1. Non, bien sûr, non, c'était vraiment une histoire rocambolesque, quoi. C'était une épopée de la mythologie grecque d'ouvrir, et encore aujourd'hui, hein, franchement, tous les jours on vit des trucs assez hallucinants. C'est le roller coaster de l'entrepreneuriat. Ouais. Le Covid n'a pas aidé. On a eu un bébé chacune avec mon associé l'année de l'ouverture. Plein de challenges vis-à-vis de ça, donc c'était vraiment pas de tout repos. Ouais. Après, les plus gros défis, je pense, pour n'importe quel chef d'entreprise, c'est l'humain. Un mauvais recrutement, devoir se séparer de quelqu'un, je pense que rien ne t'y prépare. Ouais. Et tu peux pas t'habituer. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. Mais tu ne peux pas y échapper, c'est impossible, ça fait partie du jeu. Et après, chacune, Fanny ou moi, on a nos zones d'hésitation, on a moins confiance en nous, où on prend les choses plus personnellement. Moi, je gère la relation avec les clients. 95% de mes membres sont adorables, et 5% qui m'insultent par email, où je me dis mais vraiment en fait je dépense tant d'énergie pour essayer de faire un truc cool, c'est hyper difficile parfois de subir les critiques. Puis encore une fois, et quand bien même les critiques, je trouve que c'est quoi qu'il arrive important d'en avoir pour faire évoluer chaque projet, mais comment c'est amené, quoi. Exactement. Il faut que ce soit constructif. Parce que les gens, je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Non, pas du tout. De l'investissement financier, personnel, mental, physique. Et c'est toujours plus facile de critiquer quand t'es pas à la tête d'une entreprise ou que tu fais pas le quart de ce que les autres font. Donc la critique, elle est bien. Moi, je le dis, c'est bien d'apporter des critiques, mais il faut qu'elles soient constructives et qu'elles puissent aider l'entrepreneur ou la société ou le projet. Ah bah si tout le monde pouvait penser comme toi, ça serait génial. Bon, malheureusement. Après, tu vois, au fur et à mesure des années, on apprend aussi. Oui. Je me suis fait le cuir, tu vois, maintenant ça me fait rire, et j'ai trouvé des petites manières en fait d'évacuer quand ça m'énerve, et j'ai toujours répondu très poliment à toutes les personnes qui pouvaient s'énerver contre moi ou mes équipes, etc. Mais ça, c'était une courbe d'apprentissage. Mais bon, globalement, tu vois, on est toujours debout, on est toujours là, donc ça va, mais c'était vraiment pas de tout repos. Faut vraiment s'accrocher. Comme pour tout. Et je reviens, je pense que voilà, le côté business, c'est bon, on l'a fait. Bon. Je reviens un petit peu plus sur l'école. Et toi aussi, en tant qu'ancienne directrice de communication de la Station F, comment ton expérience dans l'écosystème entrepreneurial, elle a influencé ta gestion et le développement de Dancefloor ? Eh bien, je pense à plein de niveaux. On en a parlé, on s'est inspiré du modèle start-up pour financer le projet, pour le faire sortir de terre. Je pense que pour beaucoup de gens quand tu dis école de danse, les gens s'imaginent l'ancienne danseuse de l'opéra avec son chignon, avec ses petites élèves en tutu. Nous on met de l'IA dans notre support client, on a créé plein de process, on a automatisé énormément de choses pour se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire le contenu des cours, le recrutement des profs. Sur votre zone de génie, quoi. Oui, exactement. Et donc ça, c'est une force parce que c'est très très chronophage en fait, les process répétitifs, tout ce qui peut être fait par un robot, quoi. On a essayé de mettre un logiciel qui le fait à notre place. Donc en ça m'a bien aidé d'être issue de la Startup Nation. et voilà. Ok. Et
tu vois, tu parlais un petit peu là des injonctions et des stéréotypes de la prof de danse qui doit être comme ci, comme ça. Et je trouve aussi que dans mon entourage, souvent on me dit, et pas qu'à moi, j'entends beaucoup de danseurs qui répètent la même chose de nos proches, nos parents ou des gens un peu plus lambda qui viennent nous dire ah t'es danseuse professionnelle donc plus tard du coup tu vas faire quoi, tu seras prof de danse et t'ouvriras ton école. Et je trouve que c'est cool d'avoir des personnes qui ne sont pas danseuses professionnelles ou danseurs professionnels qui ont ouvert leur école, parce qu'en fait ça montre que non, tu peux complètement aller dans un domaine sans y avoir fait des études, sans y avoir été professionnel. Et en quoi, pour vous, avoir été danseuse amatrice, ça a été un avantage dans la conception de votre école de danse? Et est-ce que vous apportez une perspective différente, plus accessible, qui attire un public varié? Ah, complètement. Je pense que c'est un énorme atout qu'on soit danseuse amateur, à tous les niveaux. Dans le recrutement des profs, nous, on a la position du danseur débutant. Moi, j'ai beau avoir fait de la danse toute ma vie, je suis assez nulle. Je suis régulièrement la plus nulle du cours. Je n'ai je n'ai aucune qualité naturelle de danseuse. Je suis, on va dire, je suis une cérébrale. J'ai jamais été hyper forte en sport ou quoi. J'adore les cours de danse, vraiment, mais voilà, c'est pas mon truc naturellement. Donc, tu me mets dans un cours de hip-hop, je ne sais rien faire. Et donc, c'est super, parce que du coup, quand j'ai un prof qui vient me dire « Oui, bien sûr, je sais faire des cours débutants », je dis « Vas-y, montre-moi. On va voir si tu sais vraiment créer des chorégraphies adaptées, encourager, créer un échauffement qui soit respectueux du corps des danseurs non professionnels, etc. » Donc ça, c'est un énorme atout. Et aussi, moi et Fanny, on est ces nanas qui ont dû retourner dans un studio après une grossesse, qui se sont senties nulles dans le miroir, se sont trouvées trop grosses, se sont trouvées trop moches, se sont comparées aux autres. Donc je peux, avec Fanny, aller voir mes futures clientes et leur dire « mais rassurez-vous en fait ». Et donc je sais leur parler, je sais les rassurer, et c'est ça qui fait que Dance Floor a cette spécificité, je trouve. Complètement. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles de danse qui sont dirigées par des danseurs amateurs ou pas du tout des danseurs. Ouais, de plus en plus. Donc, de la même manière que je ne me permettrais pas, moi, de donner un cours de danse, je vais pas demander à mon prof de faire ma compta ou mon marketing, en fait. Donc, chacun son truc. Et les vaches seront bien gardées. Et voilà, c'est tout. Comme on l'a un peu évoqué, c'est quand même pas évident de monter, de trouver un local, des financements, etc. Ça demande des compétences qui sont pas forcément artistiques et tout. Donc voilà, pour moi, c'est très complémentaire. Et le fait que, par contre, Fanny et moi ayons fait beaucoup de danse dans nos vies, qu'on aime vraiment ça, qu'on est passionnés, et qu'on a ce côté vraiment, qu'on valorise la danse en tant que loisir, ça nous aide beaucoup dans notre quotidien. Complètement. Voilà, on pourra peut-être pas le faire toute notre vie. Quand on aura 60 ans, on aura peut-être plus la force de faire des cours tests avec les profs et tout, tu vois. Faudra qu'on trouve une autre méthode. Mais pour l'instant, on est très impliqués, en fait. On fait les cours, on les teste, on les évalue. Nous-mêmes, quoi. On est très proche de nos membres, en fait. On incarne vraiment notre client type, c'est vraiment nous. Et vous n'avez pas eu du coup de pression de devoir être professionnel pour être légitime? Vous n'avez pas ressenti ça de la part de quiconque? Non. Ok, bon, ça c'est cool. Si quelqu'un a bitché, tu peux me le dire en off. Non, je n'ai pas cette information-là. Okay. Mais non, c'est une question que je me posais. Pas du tout. Parce que souvent, tu sais, ça parle beaucoup dans le milieu de la danse aussi. Et voilà, on parle de la critique. C'est jamais revenu à mes oreilles. Donc, on va dire que personne ne m'a jamais critiqué. Tant mieux. On va rester sur ça. Non, je peux imaginer que y a certaines choses qu'on a faites qui sont en contradiction avec les habitudes. Okay. Par exemple, on a décidé que les cours duraient 1h15 chez nous. Et pas 1h30 qui est le standard dans la danse, 1h30, 2h en général. Parce qu'on trouve que 1h15, voire 1h, parfois on fait des cours de danse d'1h, c'est plus adapté en fait aux contraintes des femmes actives qui n'ont pas le temps, qui doivent caser ça dans une vie déjà très remplie. Donc, si un prof dit « Ah non, mais moi je ne sais pas donner un cours d'1h15, moi je ne peux pas adapter ma pédagogie, c'est impossible. » Ou alors, nous on dit au prof « alors faut faire attention, c'est des cours open, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir à n'importe quel moment de l'année, il faut que tu puisses reprendre la chorégraphie du début, etc. » Enfin, on leur impose quand même beaucoup de choses. Donc
Donc il faut qu'on trouve des profs qui soient OK avec ça et qui comprennent en fait l'objectif final et que ça ne dérange pas. Et par contre, je conçois totalement qu'il y ait des profs qui n'ont pas du tout envie de faire ça. Et qui veulent appliquer une autre pédagogie, une autre méthodologie, d'autres timings, d'autres formats, c'est tout à fait fine et le monde de la danse est assez vaste pour tout le monde en fait. Exactement, puis tu sais, les cours d'1h15, maintenant il y en a de plus en plus dans les studios, même pro, pré-pro, parce que je pense qu'en termes de logistique, beaucoup se sont rendus compte que le temps que 80 élèves sortent d'un cours de danse et que 80 autres élèves sortent d'un cours de danse, ça ne se fait pas en 1 minute. Ouais. Et c'est vrai que ce quart d'heure, alors oui, ça nous enlève un quart d'heure de danse et de kiff, mais c'est un quart d'heure qui est aussi important pour que chacun puisse sortir tranquillement du cours, sans se sentir poussé à la sortie et dire voilà, fin du cours, vous devez sortir et il y a un autre cours après, quoi. C'est important, et puis même de pouvoir arriver dans une salle où ça a été un minimum aéré. Ça, c'est toutes ces choses-là auxquelles on pense pas, mais quand tu arrives dans une salle de danse où 80 personnes ont transpiré pendant 1h15, ça fait du bien d'avoir peut-être ce quart d'heure entre ces deux cours pour aussi aérer. C'est ça. Et nous, on a un positionnement vraiment très axé sur les débutants. Le plus haut niveau, entre guillemets, que tu puisses avoir chez Dance Floor, c'est moyen inter, ce qui correspond à une pratique régulière à l'âge adulte. Mais le gros de nos cours sont des cours débutants. Et en fait, faut tenir 1h30, c'est long. Aussi. Donc 1h15, moi, à bout d'1h15, je suis morte, je peux pas faire 15 minutes de plus. Donc c'est aussi adapté en fait à notre public. Complètement, et puis la danse, c'est pas que physique, c'est aussi entre guillemets mental, dans le sens où faut mémoriser, faut écouter la musicalité, donc ça demande aussi beaucoup de concentration, et même si t'es pas en train entre guillemets de gesticuler dans tous les sens, ça te prend quand même une énergie folle. Donc 1h30 à devoir ok, je comprends, et la jambe et le pied pointé comme si le bras, tu vois, les épaules, tout ce qu'on disait en début, ça prend de l'énergie. Quand t'as pas l'habitude d'être dans ça parce que tu fais un autre métier qui n'est pas de l'ordre du physique, 1h30 c'est très 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 long et très épuisant, quoi. Dans vos cours, vous mettez l'accent sur la bienveillance et le plaisir, tout en maintenant un niveau d'exigence, que tu disais. Comment est-ce que vous parvenez avec Fanny à équilibrer ces deux aspects ? Oui, c'est une très bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse. C'est un challenge au quotidien. On voulait pas voulait pas créer un club qui soit exclusivement, inspiré de la danse, mais pour juste s'éclater. Comme j'en sais rien, tu peux retrouver dans la danse libre ou dans les cours de cardio dance par exemple, où t'as pas vraiment d'apprentissage chorégraphique, c'est pas le même objectif, quoi. Nous, on voulait vraiment créer des cours de danse. Pourquoi ? Parce que Fanny, comme moi, comme plein de gens de notre génération, c'est peut-être un peu jeune pour ça, on a fait les clips de Britney Spears dans notre chambre avec le CD de titres qu'on avait piqué à notre grande sœur. Donc on voulait retrouver ce kiff-là de l'enfance, tu vois, de l'adolescence, d'apprendre la choré, quoi. Et il faut un peu de technique pour apprendre une chorégraphie. Il faut l'apprendre progressivement, il faut que ce soit adapté, il faut qu'évidemment la chorégraphie de Britney qui est hyper dure, tu peux l'adapter pour les débutants. Mais on voulait retrouver ce côté-là. Pas juste gesticuler, comme tu disais, un peu dans tous les sens, c'est tout. Ce qui peut être vraiment bien, mais encore une fois, c'est juste pas notre démarche. Donc, on voulait mêler ce côté, c'est accessible à tous, vous allez vous éclater, mais par contre, pour apprendre une chorégraphie, il faut y aller, il faut bien s'échauffer, il faut apprendre les pas techniques, il faut que le niveau du cours soit adapté. Combien de fois on allait dans un studio, c'était écrit danse classique débutant, on se retrouvait avec la moitié de l'Opéra de Paris dans le cours, et du coup c'était pas du tout une pédagogie adaptée aux débutants. Donc nous on a créé ces niveaux débutant 1, débutant 2, moyen, inter, et c'est un énorme travail au quotidien en fait d'aller voir les cours, de dire attention, ta choré elle est trop dure, c'est plus du débain, simplifie, attention, tes élèves elles ont progressé, mais ton cours il s'appelle débutant, faut qu'on l'appelle moyen inter maintenant. C'est tous ces questionnements-là qu'on a toutes les semaines, ça nous fait des débats pendant des heures. Mais c'est bien parce que du coup il y a toujours une remise en question en fait de Dance Floor, et je trouve que même pour les professeurs c'est challengeant en fait au quotidien de pas se dire ok là tous les lundis soirs j'ai mon cours débutant, et peut-être se dire finalement là on passe en moyen inter, comment moi dans mon approche pédagogique je peux rajouter un petit peu de difficulté pour challenger aussi les élèves, parce que c'est important on en parlait en off, tu vois, tu disais comme c'est une école amateur, t'as des personnes qui y arrivent, qui débutent, mais t'as aussi des personnes qui progressent très rapidement ou qui au bout d'un an ont des levels de semi-pro-pro, et comment aussi continuer à garder ces élèves-là pour les faire kiffer, qui s'ennuient pas.
c'est toute une remise en question en fait perpétuelle, et c'est important de l'avoir. Exactement. Et c'est vraiment faire rentrer des ronds dans des carrés. Chaque élève a une évolution qui est différente. Il y a des élèves qui vont progresser très vite parce qu'ils ont un groove. Alors dans les disciplines qui le nécessitent, ils vont faire des progrès colossaux. Il y en a qui vont avoir naturellement une technique jazz ou une technique classique et ils vont progresser très vite. D'autres, au contraire, comme moi, vont vraiment vous plafonner pendant longtemps. Donc ils seront très contents de rester dans le cours débutant. Et donc le prof, en fait, à tous ces gens-là, dans un cours débutant avec 25 élèves, t'as une hétérogénéité énorme en fait de niveau et d'envie et de rapidité d'apprentissage, etc. Donc on leur confie ce travail qui est pas évident et nous derrière on se prend la tête tous les jours pour essayer de vérifier, contrôler, mais en même temps laisser de la liberté aux profs, etc. C'est pas évident. En tout cas, ce qu'on veut, c'est vraiment laisser transparaître que c'est un espace de kiff, de loisirs, de bien-être, mais où tu vas aussi pouvoir te challenger physiquement, artistiquement, dans la bienveillance. Complètement. Et oui, quand tu parles d'accessibilité, effectivement, il faut que la danse reste accessible, mais en même temps, faut pas se dire c'est facile donc j'y vais. Non, il faut quand même avoir une certaine discipline, une certaine rigueur, et voir aussi que les progrès ne se font pas du jour au lendemain, que ça demande du temps, que ça demande du travail, de la patience, de la résilience, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup voir sur les réseaux sociaux le produit fini, des danseurs qui dansent de ouf et c'est trop cool, mais faut pas oublier que derrière il y a du travail, et je reprends ça ce que tu me disais en off sur une de tes danseuses qui a fait une évolution fulgurante en 1 an, mais c'est pas arrivé par hasard, il y a eu du travail. Donc c'est accessible, mais à quel prix aussi? C'est ça, il faut pas confondre c'est accessible aux débutants, c'est feel good, etc. avec je vais y arriver au bout de 2 cours. Pas du tout. Malheureusement, la danse, c'est dur. C'est vraiment une discipline. Il y a assez peu de disciplines qui nécessitent autant de compétences différentes, en fait. Cardio, musculaire, souplesse, musicalité, interprétation, mémoire. Et donc, je pense que la vidéo dont tu parles, c'est effectivement une vidéo qui a buzzé sur les réseaux sociaux, où on voit une de nos élèves qui a fait son tout premier cours de danse chez Dance Floor Paris, et qui s'est filmée au fur et à mesure des mois. Et aujourd'hui, elle danse super bien, elle danse dans plein de studios, beaucoup plus axés sur les danseurs avancés ou pré-professionnels. Et c'est super parce qu'on voit vraiment sa progression au fur et à mesure des mois. Et donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes clientes ou mes futures clientes, en leur disant vous inquiétez pas, vous allez galérer 1 cours, 2 cours, 3 cours, ça c'est normal. Après, vous allez apprendre. Mais ce qui est génial, c'est que en fait, le chemin, il est hyper intéressant, quoi. Il n'y a pas que l'objectif. Oui, donc une grosse partie de mon travail, c'est justement de discuter avec mes futures clientes, je parle au féminin, on accueille aussi les hommes, mais j'ai principalement des femmes, c'est de discuter avec mes futures clientes pour leur dire, la danse c'est dur, vous allez galérer les premiers cours, c'est 100% normal, tout le monde traverse cette phase-là. Si vous vous attendez à faire un TikTok à 1 million de vues au bout du 3e cours, je pense que malheureusement ça va être difficile. Il faut venir, si vous avez envie, de traverser ce chemin-là, en fait, d'apprendre progressivement. Quelle chance on a, nous les danseurs amateurs adultes, d'avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose. En fait, on va plus à l'école et quand tu vas en cours de danse, on n'attend rien de toi, en fait. Chez Dance Floor, l'idée n'est pas du tout de devenir professionnel. Le prof, il va te faire t'épanouir, etc. Donc c'est le chemin qui est intéressant, pas le résultat. On s'attend pas à faire une vidéo TikTok à 1 million au bout du 3e cours, quoi. Déjà c'est impossible, et puis c'est vraiment pas la démarche. Donc c'est ça. Il faut pas confondre c'est ouvert aux débutants, etc. vous allez y arriver tout de suite. C'est ouvert aux débutants, c'est-à-dire que la pédagogie va être adaptée tout au long de votre parcours de danse, quel que soit votre objectif. Si vous voulez vous challenger à fond et vraiment maîtriser la technique, c'est possible chez Dance Floor, mais ça sera toujours dans un environnement bienveillant. On va veiller très attentivement à ce qu'il n'y ait pas de compétition entre les élèves. On proscrit par exemple tous les termes de body shaming, summer body, etc. Tout ça. Voilà, on crée une atmosphère en fait très bienveillante, etc. Voilà.
Complètement. Et j'imagine que les professeurs en font partie aussi. Et comment vous avez constitué cette équipe de professeurs et quels critères ont été les plus importants dans votre sélection? Parce que je vois que vous avez aussi une équipe de profs qui viennent de l'Opéra de Paris, du Crazy Horse, donc qui ont quand même aussi une certaine expérience à apporter. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que des professeurs qui ont bossé pour des stars ou fait des lieux emblématiques. Il y a des personnes qui ont avant tout surtout de la pédagogie, de la bienveillance et toutes les valeurs que vous incarnez. Exactement. Un bon interprète n'est pas forcément un bon prof et vice-versa. Tout début, on a principalement constitué l'équipe de profs avec notre réseau, nos anciens profs. Fanny, elle est assez forte pour aller chasser un peu sur Instagram. Mais tu vois, elle va pas regarder le nombre de followers, ça n'a aucune importance. Merci. Chez nous. Non mais faut le dire, en fait les followers, et j'en parle aussi beaucoup avec les invités que j'ai dans le podcast, pour moi je n'invite pas forcément des personnes en fonction du nombre de followers, parce que le nombre de followers ne détermine pas la valeur d'une personne. Et c'est important de le rappeler, c'est pas parce que vous n'avez pas 10 000 followers que vous avez raté votre vie. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Donc on regarde pas le nombre de followers. En revanche, si on a des vidéos, on va regarder, pas si c'est des vidéos d'une scène prestigieuse, on va regarder les vidéos de cours et on va regarder les élèves derrière le prof. Et on va regarder, est-ce qu'ils suivent la chorégraphie? Est-ce que le prof les regarde? Est-ce qu'il les encourage? Est-ce que la chorégraphie est adaptée aux débutants? Voilà. Donc elle va spotter un peu des talents comme ça. Aujourd'hui, on reçoit plein de candidatures entrantes, c'est le gros de notre recrutement. Et comment est-ce qu'on les sélectionne? Il y a d'abord un premier entretien téléphonique entre Fanny et les profs où elle explique la genèse du projet, les valeurs, etc. pour vérifier qu'on est aligné sur comment est-ce qu'on voit la pédagogie de la danse, etc. Et après, on fait un court test. Yes. C'est là où le fait d'être danseuse amateur a son importance, puisque effectivement on n'a pas des corps de danseuse, donc on va regarder la qualité de l'échauffement, sans avoir été nous-mêmes formés à la pédagogie de la danse. Il y a des choses qui sont assez évidentes que parfois certains profs oublient. Par exemple, s'il n'y a pas d'abdos, on dit attention, en fait les danseurs amateurs n'ont pas la sangle abdominale pour tenir un cours, donc si tu fais pas d'abdos dans ton échauffement, ça va pas marcher, il y aura des blessures. Si tu parles pas du périnée alors qu'on a 95% de jeunes mamans dans nos cours, ça va pas non plus. Enfin, plein de petits détails comme ça en fait. Et après, on va regarder la qualité de la chorégraphie, etc. Et après, le plus important, on va chercher ce je ne sais quoi en fait, d'humanité, de bienveillance, et on va trouver des profs. Je te donne un exemple. Moi, quand je me balade dans mon studio, que je vois les cours, je vois des danseurs débutants, il y en a qui dansent parfois depuis 1 semaine, 15 jours, c'est leur tout premier cours. Je les trouve magnifiques, je trouve ça sublime, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'effort qu'ils fournissent, tu vois, dans le fait qu'ils se dépassent, dans le fait qu'ils sortent de leur zone de confort, etc. Donc moi, quand je fais un court test de hip-hop, objectivement, je ne suis pas belle, c'est-à-dire je ne correspond pas aux standards de la danse, j'ai zéro groove, enfin vraiment ça va pas du tout. Si le prof me regarde et que sincèrement il me regarde dans les yeux et il me dit « Waouh, t'es trop belle », sans mentir, je le vois, je le sens. Donc on va chercher ces profs-là, ceux qui trouvent que les danseurs amateurs, notamment les débutants, sont beaux et qu'il y a quelque chose de sublime en fait dans ce moment-là du cours de danse. Et ces petits moments de magie-là, c'est tout bénef. Puis de toute façon, quand on voit un danseur amateur s'exprimer, on le voit tout de suite quand il est en train de sortir de sa zone de confort. Il y a une lueur dans son regard qui est en train de changer. Peut-être qu'il galère, mais c'est pas de la mauvaise galère, c'est ok, là, il est en train de se surpasser, il se rend pas compte parce que forcément, quand tu débutes quelque part, toi, t'es dans ton truc, t'as l'impression que c'est pas assez bien, mais quand t'as un regard extérieur et que tu vois que, en fait, l'élève, il est en train de progresser, c'est trop bien et c'est important de le dire aussi pour redonner confiance et inciter à revenir aussi. C'est ça, exactement. Moi, j'adore recevoir les compliments, quand bien même je sais que c'est faux. C'est pas vraiment faux, mais je vois ce que le prof veut dire quand il dit « Ah, c'est très beau ». Je sais que je correspond pas aux idéaux en fait, techniques de la danse, mais il y a une vraie beauté. Moi, je trouve que le prof de danse, c'est un métier magnifique. Il y a quelques profs qui font ça à titre alimentaire, et bon, je peux le comprendre, hein, c'est pas forcément un quotidien forcément évident pour tout le monde, mais quel bonheur en fait de permettre à ces gens de sortir de leur quotidien, de grandir, de retrouver confiance en eux. Enfin, c'est quasiment une thérapie en fait pour les danseurs amateurs de venir en cours, donc c'est quand même magique d'être
provider comme ça de bonheur gratos, enfin tu vois, c'est d'être rémunéré pour ça. Et puis bah voilà, toutes les semaines chorégraphe, tu crées ta choré, enfin t'as ta scène, t'as ta troupe, je sais pas, c'est vachement bien quoi. Puis ça rend fier aussi de voir des humains juste évoluer et peut-être se reconnecter à leur féminité, à leur masculinité, retrouver confiance en eux, parce que ouais, c'est pas facile quand t'es danseur, amateur ou pas, t'es H24 devant un miroir, tu te regardes tout le temps. Et moi-même encore des fois aujourd'hui, je me dis je suis pas top aujourd'hui, je suis pas top. Non, en fait, je vais très bien, je suis en bonne santé, tout va bien. Enfin, faut aussi remettre un peu les pieds sur terre et se dire qu'on est juste là pour kiffer, et c'est surtout ça la danse. Ouais. C'est très difficile dans les sociétés actuelles de s'autoriser à prendre du plaisir sans forcément atteindre des objectifs. Moi, j'adore les cours de danse et aujourd'hui j'ai appris à apprécier faire une chorégraphie quand bien même je n'ai pas du tout la technique et je ne l'aurai probablement jamais. Et donc aujourd'hui c'est notre mission de réussir à faire en sorte que les gens ressentent ce bonheur-là. C'est pas du tout évident, il faut trouver les bons profs, donc le recrutement c'est crucial, l'évaluation aussi, et la manière de trouver les clients, de leur expliquer le concept, etc. Enfin, c'est tout un ensemble, mais ouais, c'est vachement bien. Trop chouette. Écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin, il y a encore quelques questions pour conclure. Moi je voulais savoir... Depuis son ouverture, Dancefloor, ça a quand même connu une croissance rapide. Il y a eu des cours sur le rooftop de Molitor, vous avez fait des collaborations avec la Samaritaine aussi. Comment, Fanny et toi, vous envisagez le développement futur de Dancefloor ? Eh bien, on a toujours voulu plusieurs studios. Ouais. Donc, écoute, je ne peux rien te dire de très précis, mais a priori, notre vision devrait se réaliser dans un futur plus ou moins proche. Si vous êtes prof de danse, c'est le moment d'envoyer vos CV et vos vidéos. Donc, on a toujours voulu ouvrir plusieurs studios à Paris. Et après... Franchement, le monde est notre huître. On va pouvoir... on a plein d'idées, quoi. On pourrait ouvrir ailleurs en France, on pourrait développer d'autres concepts, on pourrait racheter d'autres concepts et avoir plusieurs marques. Enfin, franchement, on a plein d'idées, tout est possible. Ouais. La danse, c'est un secteur hyper intéressant, très porteur. Et je trouve qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à dépoussiérer. Donc, on n'est vraiment pas du tout... on n'a pas du tout fini. Trop bien, ça laisse le champ des possibles. Ouais. Et est-ce que vos objectifs au lancement, ils ont été atteints ? Ou est-ce que vous avez d'autres objectifs ? Franchement, notre objectif principal était de tenir la promesse qu'on avait faite de proposer une nouvelle approche de la danse où les gens se sentent bien. On voulait aller récupérer les déçus de la danse et on voulait on voulait permettre aux gens qui en rêvaient depuis toujours de sauter le pas. Et aujourd'hui, tous les jours à l'accueil, j'ai une cliente qui vient me dire « Mais grâce à vous, j'ai pu reconnecter avec la danse, etc. » Donc, évidemment, c'est pas que nous, c'est les profs, c'est plein de choses, nos équipes et tout, qui font un travail extraordinaire. Mais pour moi, ça, c'est un objectif réussi. Et après, comme je te le disais, on a toujours voulu au moins 2 studios. Donc quand on ouvrira le 2e, on pourra dire « Ok, ça c'est fait ». Et ça, c'est très chouette. Donc moi aussi, à titre personnel, je voulais trouver un métier qui ait du sens pour moi, où je me sente bien. Donc c'est vraiment, actuellement, vraiment une source de bonheur pour moi de gérer Dancefloor au quotidien. Donc que demander de plus ? De toute façon, quand tu atteins tes objectifs... Très souvent, tu as toujours envie d'aller plus loin, donc tu as aussi de nouveaux objectifs qui arrivent en cours de route auxquels tu n'avais pas forcément pensé, ou aussi la vie qui t'envoie des choses encore plus belles que ce que tu espérais. Et je pense qu'il faut faire confiance au processus et à la vie. Et pour toi, quand tu as des retours de tes clients, c'est un peu une forme de satisfaction. Est-ce qu'il y a eu d'autres grandes satisfactions que tu retires de l'aventure Dancefloor jusqu'à présent ? Ah, c'est une bonne question. Les petits mots... C'est vrai que, tu vois, je fais souvent des fixettes sur les commentaires négatifs que je peux recevoir, alors que ça représente 1% des commentaires en général. Les gens ont tendance à exprimer plutôt leur désaccord et leur énervement, pensent rarement à faire des compliments, en fait. Si vous avez un commerce que vous avez des retours de vous, pensez à leur dire, parce que franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, et puis ça coûte rien. Ça coûte rien, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. À la fin de l'année, c'est Noël. C'est vrai, de mettre un like, de commenter, de partager, de mettre une note. C'est beaucoup, en fait. Pour certains, ça paraît pas grand-chose, mais
c'est beaucoup. Ouais. Moi, je me rends compte que... Oui, maintenant, quand tu achètes un produit ou un service, tu regardes un avis, tu regardes les retours clients. Donc, c'est hyper important, vraiment, faites-le. Ça coûte rien, ça aide. Et vous participez aussi, du coup, à la progression, la croissance d'un projet, d'une entreprise. Donc, faites-le. Ouais. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Pardon, du coup, je t'ai coupé. C'est pas grave du tout. Mes autres satisfactions, je dirais, ce qui me fait vraiment plaisir aussi, c'est de voir les liens se créer, les opportunités se créer complètement en dehors de notre volonté, d'avoir juste créé une espèce d'infrastructure qui permet aux gens de se rencontrer. Aujourd'hui, parfois, je spot des clientes qui sont devenues copines, qui ressortent un peu bras dessus, bras dessous pour aller au resto après leur cours. Je vois des profs qui ont créé des collabs, qui se filent des plans pour des auditions, des castings. Et je trouve ça vraiment super de se dire que, en fait, on a planté une petite graine et ensuite la graine, elle a poussé. Parfois, nous aussi, on a fait des paris sur des gens ou des concepts. Par exemple, on a une nana qui travaillait à l'accueil du studio et elle était danseuse par ailleurs. Et puis au fur et à mesure de moi, elle nous a dit moi je fais la dancehall gial, c'est un style, c'est une espèce de sous-famille de la dancehall, très féminin et tout. Et nous on connaissait pas particulièrement, c'était encore pas très connu il y a quelques années. Puis un jour elle nous a dit vous voulez pas faire un court test? On a dit ouais bonne idée, on va faire un court test. Et en fait c'était la révélation, c'était trop génial. En plus, c'est un style vraiment, c'est une ode à la femme. Enfin, c'est tout à fait dance floor, quoi. C'est tout à fait dans notre ligne éditoriale, dans notre philosophie de vie. Et donc, on l'a mise au planning. Et aujourd'hui, elle a 4 cours par semaine. C'est de nos profs les plus en vogue. Enfin, voilà, on l'adore. Donc, tu vois, plein de petites histoires comme ça au quotidien. Qui sont gratifiantes. Ouais, c'est très gratifiant. Il y a plein de moments qui sont durs. On parlait des défis où tu vois, il y a, je sais pas, une fuite de plomberie et tout, et c'est vraiment le gros du quotidien, c'est beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, tu respires et tu vois un peu tout ce que tu as créé. Ouais. Le nombre de gens qui sont venus chez Dance Floor, qui sont sortis le sourire aux lèvres, ça n'a pas de prix. C'est ça, et tu sais pourquoi du coup tu le fais. Ouais. Et je me pose les mêmes questions des fois avec le podcast. Je me dis, mais en fait... pourquoi tu fais ça ? Qui t'a dit de faire ça ? Et finalement, quand je reçois tous les jours des petits messages, un petit mot, un petit commentaire, je me dis, en fait, c'est pour ça que je le fais. C'est parce que derrière, il y a des vraies retombées, il y a des vrais retours, ça aide les autres, ça permet à tout à chacun de grandir, de s'épanouir. Chacun y trouve de l'inspiration, de la motivation, et c'est ça qui est... Il n'y a rien de plus beau, je pense, de voir les autres avec le sourire aux lèvres et je pense que voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, continue, ton podcast est vachement bien. Je trouve. Mais oui, t'as raison, faut vraiment savoir pourquoi tu le fais, parce que je pense qu'on n'aura jamais de gloire, ou on fera jamais fortune, tu vois, mais on a créé un projet dont on peut être fier. C'est assez rare de s'auto-congratuler, tu vas dire bravo, t'as bien bossé, etc. C'est important. Mais en fait, on a vraiment... Il y a plein d'erreurs qu'on a faites, il y a probablement des gens qu'on a vexés, ou tu vois, on n'a peut-être pas géré tout au mieux, mais globalement, on a toujours essayé d'être droite dans nos bottes, de véhiculer nos valeurs, qui sont des bonnes valeurs, et ça, c'est très chouette. Complètement. Et moi, je vous souhaite la gloire et la fortune, en fait. Merci. À un moment donné, si, faut se le souhaiter. C'est vrai. Avec grand plaisir. On récolte le fruit de ses efforts. Les sourires, c'est bien. La fortune, c'est bien aussi. On va pas... Quand même, faut être honnête. Écoute, quel dernier message souhaiterais-tu adresser aux auditeurs qui hésitent encore à franchir les portes d'un studio de danse ? En fait, c'est... Peut-être qu'il faut qu'ils se disent, s'ils sont arrivés jusqu'au bout de ce podcast, qui va durer, je sais pas, 1 heure. 3h30, j'ai l'impression, c'est que probablement le destin voulait qu'il y ait une petite, tu vois, un petit push pour qu'ils se lancent dans le cours de danse. Donc, considérez ça comme un signe du destin, les planètes s'alignent. C'est aujourd'hui que vous devez réserver vos premiers cours de danse. Si vous le faites chez Dance Floor Paris, vous avez la garantie d'arriver dans un environnement bienveillant, que ça sera facile de réserver, que le prof vous demandera comment vous vous appelez, est-ce que vous avez déjà dansé, est-ce que vous avez des blessures, et que voilà, tout l'environnement sera fait pour que vous passiez un bon moment, que vous allez galérer, mais ça c'est normal, qu'ensuite vous allez vous faire un petit sauna, que vous fournissez les serviettes, que tout est cosy dans les vestiaires, et que vous ressortirez avec un sourire aux lèvres.
Yes. Et si je peux adresser un dernier message aux profs de danse, parce que je pense que ça en a beaucoup qui écoutent ce podcast, mine de rien, c'est que si jamais ça vous a parlé, tout ce dont on a parlé, le fait de valoriser la danse comme un loisir, d'avoir envie de participer à l'épanouissement personnel de ces femmes et ces hommes danseurs amateurs qui font ça en plus de toute leur vie bien chargée, si ça vous parle, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter parce que c'est des qualités humaines en fait qu'on valorise beaucoup et on est vraiment ravis de rencontrer tous les professionnels de la danse qui partagent ces valeurs-là. Moi, je ne peux qu'encourager les danseurs, les profs à envoyer vos candidatures. Ouais. Nickel. Écoute, on a un dernier petit jeu. Ah oui. Oui. J'ai peur. Non, franchement, c'est mignon. Bon, j'ai rien inventé, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est un concept qui vient de Combini, mais je trouvais qu'il n'y en avait pas trop dans la danse, donc je me suis permise de le récupérer. Okay. Donc, les règles sont très simples. Il faut choisir entre ça et ça le plus vite possible. Et voilà, c'est parti. C'est parti. T'es prête ? Yes. Ok. Cours intimiste ou cours bondé ? Intimiste. Talon aiguille ou basket ? Basket. Beyoncé ou Britney ? T'as le droit à un joker. Ah, j'ai un joker. Ok, joker. Ok, les deux. Café entre amis ou sauna relaxant après un cours ? Café entre amis. Danse classique ou afro ? J'aurais pas dû donner mon joker avant. Afro. Opéra de Paris ou Crazy Horse ? Crazy. Cours en ligne ou cours au studio ? Plutôt au studio. Levée de fonds ou autofinancement ? Il n'y a pas il n'y a pas à avoir honte de l'un ou de l'autre. Donc, autofinancement, si tu peux tout garder ton capital, tant mieux pour toi. Yes. Rooftop Molitor ou Samaritaine ? Ah waouh, les deux étaient extraordinaires. Rooftop au soleil, vue Tour Eiffel, la Samaritaine sous la verrière, c'était à Noël. On a fait plein de trucs sur Noël et tout. Bon, c'est Noël, donc je vais dire Samaritaine. Okay. Cours pour danseurs amateurs ou professionnels ? Ah écoutez, moi j'adore les amateurs, c'est mon dada, enfin je trouve ça vraiment génial de pouvoir danser en amateur, donc amateur. Évidemment. Professeur star ou ambiance familiale ? Ambiance familiale. Chorégraphie ou improvisation ? Les deux sont super et l'impro c'est encore plus dur que la chorégraphie, donc je vais dire chorégraphie pour commencer. Et passion ou raison ? Ah là là. Tu parles à la personne qui gère la comptabilité de Dance Floor, donc je vais dire raison. Mais passion. Je suis très chiante, quand même passionnée. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà, c'est tout. C'était super, merci beaucoup Rachel, merci pour ton temps. Merci à toi. Tes précieuses paroles et ton partage. Je te souhaite tout le meilleur et je vous souhaite tout le meilleur avec Fanny pour le futur développement de Dance Floor, tout ce que tu disais en off que moi je sais et que je garderai bien pour moi. Voilà, je vous souhaite le meilleur à toutes les deux et j'ai hâte de venir faire un petit cours aussi avec plaisir, chez Dance t'es Floor. la bienvenue. Voilà, merci beaucoup Rachel. Merci à toi, à bientôt. Ciao.